Samedi 9 avril 2022, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari et bonne rupture de jeûne. Nous débutons justement par la rubrique Ramadan du journal. Elle traite aujourd'hui de l'alimentation du jeûneur avec des conseils pratiques du nutritionniste Dr Abdulrazak Bello. C'est dans ce reportage signé Asmaou Seydou. En cette période de jeûne de Ramadan, les fidèles musulmans doivent savoir comment s'alimenter à la rupture après une journée d'abstention de manger et de boire. Le nutritionniste explique comment doit s'y prendre le jeûneur. On voit que la tendance, c'est la consommation de grandes quantités de boissons sucrées pendant le mois de Ramadan. Je pense que la boisson la plus utile, c'est l'eau. Et il faudrait mieux privilégier l'eau que les boissons sucrées. Les boissons sucrées, c'est important, c'est vrai, mais il faut pas en abuser, contrairement à ce que beaucoup de gens font. Et parce qu'en abusant des boissons sucrées, on déséquilibre son alimentation. Ça va déséquilibrer notre alimentation, notre ration alimentaire. Et la deuxième chose, la consommation de boissons sucrées, ça peut avoir une influence sur la glycémie que nous allons avoir. Plus nous allons consommer sucré, moins nous allons avoir la possibilité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui consomme beaucoup de sucre, que ce soit la nuit, que ce soit à l'aube, ce sont des personnes qui malheureusement vont être dans une situation d'être plus rapidement en situation d'hypoglycémie dans la journée. Et quand on est en situation d'hypoglycémie, ça va renforcer les vertiges, ça va faire en sorte qu'on aura du mal à terminer la journée. Les fruits et les légumes sont très recommandés pour le jeûneur selon le nutritionniste Bello. Ces fruits et légumes contiennent essentiellement 3 choses. Et ces choses sont particulièrement importantes, non seulement pour le jeûneur, et surtout parce qu'on est dans un contexte de chaleur. On remarque aussi pendant le mois de carême, les troubles auxquels on va être confronté, ce sont les constipations. Et pour réduire le risque d'avoir une constipation, il faut avoir des aliments riches en fibres alimentaires. Et ces aliments riches en fibres alimentaires, ce sont des fruits et légumes. Pour éviter les maladies liées à la consommation abusive de certains aliments, ces quelques conseils vous seraient utiles. Pour modérer, il faut modérer la consommation des excitants. Et comme modérer la consommation des excitants, parce que tout simplement, les excitants pris dans la journée, les excitants ont tendance à faire que nous allons perdre, parce qu'en temps normal, les urines permettent d'éliminer les urines, les excitants permettent d'éliminer les urines, et ça c'est un effet bénéfique en temps normal. Mais comme pendant le mois de carême, nous n'avons pas la possibilité de remplacer cette eau, donc du coup, la consommation des excitants doit se faire avec modération, notamment à l'aube, parce que tout simplement, ça renforce la déshydratation. Prendre du thé à 23h à minuit, donc ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil, et ça fait en sorte que pendant le mois de Ramadan également, on est confronté à des sensations d'insomnie, on est confronté à des sensations de fatigue, et ces sensations d'insomnie et de fatigue vont être renforcées par la prise des excitants. Maintenant, pour les autres aliments que sont les viandes et les produits laitiers, il est important également de les consommer, que ce soit au moment de la rupture, au mois du suhour, tant que cela est possible, mais avec une modération pour la viande au mois du suhour. Il faut avoir une alimentation équilibrée, et cette alimentation équilibrée, c'est céréales, fruits et légumes, et essentiellement pendant le mois de carême. En tout cas, ces aliments doivent être présents. Et autre conseil que je donnerais, ce sont des petites choses que nous faisons pendant le mois de carême qui renforcent les constipations, qui renforcent les troubles digestifs, c'est le gavage. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de se gaver pendant le mois de carême. Pour maintenir sa santé et jeûner tout le mois de Ramadan, il est impératif de suivre tous ces conseils donnés par le nutritionniste. À l'occasion du mois béni de Ramadan toujours, hier, l'ambassadeur de la République du Pakistan au Niger a offert aux responsables et à certains élèves du village d'enfants SOS de Niamey une rupture collective, cela en présence de plusieurs organisations qui sont aussi partenaires de l'ambassade du Pakistan au Niger. Le résumé avec nos reporters Nasser Seydou et Ismaël Momouni. Rang pour les jeunes en compagnie des êtres innocents et fragiles, voilà ce qui a conduit le diplomate pakistanais Ahmed Ali Siroé, accompagné d'autres structures, à travers l'organisation d'une iftar à SOS Village d'enfants. Après la prière du Maghreb, l'ambassadeur du Pakistan au Niger a partagé un repas copieux avec les orphelins. C'est la joie et la gaieté pour ces orphelins, comme en atteste le responsable des lieux. C'est un sentiment assez ému de satisfaction qui m'anime ce soir. Moi et les enfants, vous pouvez vous-même voir l'ambiance qui règne ici.
Donc c'est une initiative louable qui témoigne de la solidarité islamique, mais surtout de la coopération nigéro-pakistanaise. Cette rupture collective avec ces orphelins est un signe honneur fait à l'endroit de l'orphelinat. Offrir l'iftar à plus de 300-400 personnes, c'est quand même un peu inédit à SOS. Donc, au nom des enfants et des jeunes bénéficiaires du programme de SOS, nous ne pouvons que saluer cet effort, en tout cas cet acte louable de l'ambassade de la République islamique du Pakistan. L'ambassadeur pakistanais au Niger et sa délégation ont eu droit à une visite guidée des lieux avant leur départ, le sourire aux lèvres. Ce jour, 9 avril, c'est la date anniversaire de la mort du général Ibrahim Baré Menassara, président de la 4e République du Niger. Il était en effet décédé le 9 avril 1999. 23 ans donc que le général Ibrahim Baré Menassara disparaissait sans que justice ne lui soit rendue et à sa famille, puisqu'en effet c'était un assassinat. Il a été abattu sur le tarmac de l'escadrille de Niamey alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour un voyage. 23 ans donc que justice n'a pas été rendue, 23 ans d'espoir pour sa famille, ses parents, ses amis et ses compagnons, comme c'est le cas de l'ancien ministre de l'Intérieur sous le régime Ibrahim Baré Menassara, Idi Ango Omar, interrogé ce matin par la télévision Labari. Cet anniversaire que nous le fêtons toujours dans l'attente. C'est un anniversaire d'attente, un anniversaire qui se fait toujours dans l'impatience de voir un jour une enquête s'ouvrir et un jugement se faire sur cet assassinat. Tout ce que nous revendiquons, c'est la justice. Et comme vous le savez, la justice est le socle de tout. On a beau dire, on a beau faire, l'acte est là, au-delà de notre confession musulmane qui prône toujours le pardon, mais c'est un fait, il y a pardon, mais avant, on ne peut pas oublier. Et avant ça, il faut faire des enquêtes. Il faut que la famille le sache, la veuve sache qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et le président Baré est mort, a été assassiné en exercice. Donc la question de son enquête, de l'ouverture d'une enquête ou d'une information, et que nous souhaitons aboutir sur un jugement, ce n'est pas le fait d'individualité. C'est qu'il était en exercice en tant que président de la République, chef d'État. Et à ce titre, il a nécessité effectivement de faire une enquête pour faire aboutir et par un jugement pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est réellement passé et les vrais auteurs, les bras armés et les commanditaires. Au niveau de la CEDEAO, certes, il y a eu un jugement, mais c'est surtout au niveau national qu'il est question. Et vous avez vu, pour faire le parallèle, ça n'est pas un. Pour le cas du Burkina, où 35 ans après l'assassinat du président Sankara, donc le verdict est tombé. C'est un homme qui avait une véritable ambition pour son pays. Il avait des ambitions très nobles dans le domaine du développement, dans le sens de l'ancrage de la véritable démocratie, dans le sens d'inculquer l'esprit de patriotisme au niveau de ses concitoyens, mais aussi l'esprit d'excellence, c'est-à-dire qu'avec lui, il y a d'abord le travail et la rigueur. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est un homme qui en 3 ans, a pu créer des repères. C'est que quand on regarde le lycée d'excellence, quand on regarde l'école des Fofane de Tondebia, quand on regarde un certain nombre de créations qu'il a eu à faire, c'est-à-dire son souci, c'était de faire en sorte qu'il y ait toujours l'excellence dans ce pays. D'ailleurs, d'abord au niveau de la gouvernance, au niveau des questions de développement, il était, disons, voulait donner une chance à ce pays pour que dans la sous-région, ce soit un pays émergent sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan de la démocratie. C'est pour résumer un peu. Et l'autre aspect qui est important, c'est un homme qui aime la justice, qui
qui prône la justice et qui combat l'injustice sous toute sa forme. Je pense que toute la classe politique, toute la société civile, toutes les forces démocratiques en présence dans ce pays doivent faire un effort pour converger vers l'aboutissement de cette enquête et pour aboutir également vers un jugement. Et je pense que c'est à leur honneur. C'est à l'honneur de ceux qui vont le faire et ce sera également à l'honneur de notre pays. Dernier élément de ce journal, il s'agit d'un résumé de la rencontre hier entre le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, le professeur Mamoudou Djibo, et les responsables des écoles et instituts d'enseignement supérieur privés de notre pays. Une rencontre qui s'inscrit donc dans le cadre de l'ambition du ministre Mamoudou Djibo d'assainir ce secteur de l'enseignement supérieur privé. Le résumé donc avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. Cette rencontre, qualifiée d'inédite par les participants, vise à diagnostiquer le secteur de l'enseignement supérieur privé nigérien, créer toutes les conditions et enfin trouver ensemble une formule consensuelle pour une formation de qualité dans les écoles et instituts privés du Niger. Cette rencontre est initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans sa dynamique d'une réforme en cours dans ce secteur où des toilettages s'avèrent nécessaires pour assainir le secteur de l'enseignement supérieur nigérien. C'est le ministre Mamoudou Djibo PhD qui a planté d'abord le décor à travers une présentation générale de la situation actuelle peu enviable de l'enseignement supérieur privé nigérien. Que ceux qui sont propres souffrent, que je dise ce que font les autres, qui forcément va les salir. Je sais qu'il y a des établissements ici qui font beaucoup d'efforts. Nous aurons l'occasion de les féliciter publiquement. Parce qu'il faut encourager ceux qui investissent, il faut encourager ceux qui se défoncent pour donner de la qualité, il faut encourager ceux qui respectent les règles. Mais on ne peut pas accepter que ceux qui se sacrifient, qui s'endettent pour investir, qui soient logés à la même enseigne que les tricheurs, qui leur volent en plus les inscriptions. Ce n'est pas normal. Après, la parole fut donnée à tous ceux qui l'ont demandé, qui pour dire ce qu'ils pensent des greffes portées à leur égard, qui pour faire des propositions permettant d'améliorer la qualité des formations dispensées dans les écoles et instituts supérieurs du secteur privé. Au terme des discussions, les responsables des écoles et instituts se disent très réconfortés de la qualité des débats avant de saluer l'initiative. Ça fait plus de 5 années ou 7 années quand même qu'un ministre de l'enseignement supérieur du Niger n'a pas rencontré les écoles de formation professionnelle en présence de l'ensemble des cadres centraux du dit ministère. Et il nous a relaté donc nos défaillances, beaucoup de défaillances même de certains fondateurs ont été totalement d'accord qu'il existe deux types de fondateurs. Il y a des fondateurs qui sont les commerçants et ceux qui veulent réussir, qui investissent. Et je pense que l'avenir sera radieux pour l'enseignement supérieur privé. On nous a promis qu'il y aura donc un classement des écoles selon des critères objectifs. Et là, c'est ce que nous avons toujours demandé. Et j'encourage le ministre à aller dans ce sens. Les acteurs du privé, je pense que nous avons compris ce qui est notre responsabilité. Mais aussi, nous avons fait ressortir ce qui est la responsabilité de l'État, sa partition qu'il doit jouer. Et tout cela doit passer d'abord par le respect des textes. Et le ministre a insisté là-dessus. L'élément important, c'est le respect des textes. L'autre innovation aussi importante que nous mettons à l'actif du ministre, c'est le fait de créer et de pérenniser ces cadres de concertation entre le ministère et le privé. Tour à tour, l'occasion a été saisie par les différents responsables et cadres de l'enseignement supérieur nigérien, notamment le directeur général de l'Agence nationale des allocations et des bourses ANAB, le directeur général de l'Office du bac des équivalences des examens et concours du supérieur OBEX, le conseiller technique du ministre, le secrétaire général de l'université Abdoumoum de Niamey, etc. Ils ont pris tous la parole, chacun à ce qui le concerne, pour apporter des éléments d'éclaircissement relativement aux interrogations posées par les intervenants. Il faut préciser que ces échanges se sont déroulés sans langue de bois et ont été très riches et fructueux. Ils contribueront sans nul doute à redorer le blason de l'enseignement supérieur privé nigérien. Les deux parties se sont quittées avec l'espoir de pérenniser ce cadre d'échange ainsi créé pour parler de tout sur l'enseignement supérieur public et privé dans l'intérêt national.
Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.